Donc la bataille, qu'est-ce qui se passe maintenant hein? Si tu as un ustensile qui est réservé à des aliments non consommables, donc jusqu'à présent on a compris, l'ustensile en fer ou en verre qui est réservé à la nourriture, alors si c'est la conservation, tu trempes sans bracha, si c'est la consommation avec bracha, magnifique. Mais qu'est-ce qui se passe si maintenant tu mets des aliments dedans qui ne sont pas consommables? Tu dois faire la bracha ou pas? Par exemple, les grands bocaux de Ikea dans lesquels tu mets des pâtes. Vous avez déjà vu les décorations comme ça? Ouais. Enfin, avec des pâtes, l'autre avec des féculents, l'autre avec des pois chiches, l'autre avec des trucs blancs, comment ça s'appelle? Les faillots là, c'est comment ça s'appelle? Les bien. Les faits avec. Non, les pois chiches blancs. Mais non, faillot, mais un beau mot, un peu plus élégant. Sinon, vous allez être en chidour, tu peux me commander un peu de faillot. Les haricots. C'est quoi? Haricots blancs. Voilà. Ah, Zachary, il a dit rien dans la salle, ça se voit. Donc, enfin, Boda, effectivement, tu déposes à l'intérieur donc, de ces bocaux, tu déposes des aliments qui sont non consommables. Donc, ça peut être des pâtes, ça peut être des féculents, ça peut être des haricots blancs, ça peut être des pois chiches. Dans tous ces cas, Boda, c'est bien, hein, il faut savoir qu'à partir du moment où on dépose un aliment directement dans le récipient, mais qui n'est pas consommable, alors à nouveau, il faudra le tremper sans bracha. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, pourquoi sans bracha? Parce qu'une fois de plus, ça ressemble. Ça ne ressemble pas aux clés. Du Midian. Les Midian en bataille, c'était, je répète, ils sont revenus avec leur butin de guerre. Vous avez compris pourquoi on revient avec des marmites ou pas? Tu vas à la guerre, tu vas avec des marmites, c'est sympa comme truc, C'est non? le butin. Ouais. À l'époque, c'était quoi? Le butin. C'était quoi? C'était quoi ces matières? C'était des matières Précieux. Très cher. premières. Des matières premières, c'était ça. C'était de l'argent, c'était du fer. C'est-à-dire, ça coûtait de l'argent. C'était ça les véritables, comment dire, les véritables richesses d'un pays. C'était ça. C'était de la nourriture ou bien des matières premières. C'était tout. Il n'y avait pas comme à notre époque, ils inventaient des choses. Ils n'inventent rien. T'as une vache, t'as une terre et t'as du blé. C'était ça les grandes richesses à l'époque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y avait de même pour le fer, pour toutes sortes de matières premières. Donc dès qu'on avait un peu d'argent ou un peu de fer, on en faisait immédiatement des ustensiles. Donc tu revenais de guerre, tu étais toute fière d'avoir ta cocotte minute de sel. D'accord? Oui, hein? Ils n'ont jamais conservé des aliments dans ce Ouais, exactement. C'est pour ça que comme ils n'ont jamais conservé, donc c'est pas ce que la Torah nous a obligé de tremper. C'est pour ça qu'on tiendra à le tremper seulement sans bracha. Alors vous allez dire, mais pourquoi on le trempe? Parce que c'est quand même un ustensile en fer ou en verre, dans lequel l'aliment rentre en contact direct. Donc on le trempera tout de même, mais sans bracha. Alors c'est Birsun chez le Maral. Ouais, alors là, il a fait mode. Quand c'est un clear-soul, quand c'est un ustensile de conservation qui est destiné seulement à des aliments qui sont non consommables, d'accord? Mais dans le Alors dans ce cas-là, on ne fait pas de bracha. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, ça ne ressemble pas aux clémédiens. Les clémédiens, c'était des marmites, c'était des assiettes. Alors j'attends votre question. Si tu dis qu'un ustensile, c'est seulement un ustensile qui est consommable, d'accord? Qui est consommable que tu dois faire la bracha, dans ce cas-là, pourquoi on a besoin de tremper les... Non, je répète, là c'est moi qui ai mal posé. On arrive à la conclusion que tu vas tremper un ustensile de consommation seulement quand l'aliment consommable est en contact avec l'ustensile benchik. Donc selon ça, hein, qu'est-ce qui se passe avec une marmite? Une marmite, tu mets pas ton poisson ou tes pois chiches cuits dedans. Mais après, À la fin, il faut cuire. On a bien de dire que c'est le moment où il va être en contact. S'il est consommable ou pas, c'est ça ce qui va fixer le statut de cet ustensile. Donc a priori, l'ustensile n'est pas. Mais vu que la On a dit que parce qu'on va le faire. Alors la table. Ou alors qu'on va manger direct dedans. Ça peut arriver non, ou bien, tout simplement, vous l'avez donné avant de manger, c'est moi qui vous ai c'est que ça va être transformé. Il n'y a qu'un ustensile dans lequel tu mets un aliment consommable. D'accord. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'à la fin, nécessairement, il sera cuit. Donc à ce moment-là, ça s'appelle un ustensile de consommation. Même si tu ne manges pas dedans, c'est ça très louche. Même si tu ne manges pas dedans et qu'on est très, comment dire, on fait très attention à toutes les mœurs et les coutumes, d'accord? Et bien malgré tout, le fait qu'à la fin, la consommation, comme on dit, il va devenir consommable, d'accord? Alors à ce moment-là, hein, on va le considérer comme un ustensile de consommation, même si tu ne consommes pas dedans. Consommation, c'est pas manger dedans, c'est clair à détail. C'est consommation, c'est un ustensile qui va te rendre cet aliment consommable. Tu peux aussi manger dedans, comme une marmite, comme une assiette, pardon, effectivement. Alors, du coup, c'est quoi? Du coup, quoi? Pourquoi on trempe le kili sans bracha alors qu'on va l'utiliser pour conserver, même pour la consommation? C'est une bonne question. C'est une bonne question, disons. Le dimanche, vous avez des très bonnes questions. C'est quoi la question? Bah, c'est pas une bonne question là.
Top, très bien, très. En réalité, non, je viens de réaliser quelque chose, c'est pour ça que tu es là que je fais la remarque. En réalité, tu es là, donc je vous explique. Ce que je viens de vous dire à Botaï, donc je répète, d'accord? Parce que là, on est sorti, pas comme j'ai dit à Vital, on est sorti maintenant de conservation. Conservation, on l'a mis de côté, d'accord? On est parti conserver la conservation, donc on n'en parle plus. Là, je parle maintenant d'un ustensile, je répète, un ustensile dans lequel l'aliment non consommable rentre en contact. Est-ce qu'on a besoin de le tremper? Pas de conservation, Vital, pas que c'est Yersun, Tahiti. Pas le lolzé du parti. Un ustensile normal qui ne va rentrer en contact qu'avec un aliment qui n'est pas consommable. Vous en avez des ustensiles comme ça ou pas? Donnez-moi un exemple. Un tupperware. Un turroir. Un tupperware. Tupperware, en général, c'est consommable. On peut mettre consommable comme pas consommable. Vous allez au travail, ou vous allez passer le bac. Hein? Ça pourrait, les tupperwares en verre. Ouais, c'est possible. Ouais, bon, il y a des deux. Non, je parle d'un ustensile qui est réservé que pour des ustensiles, des aliments non consommables. Bocal de quoi? Ça dépend. On dit des condiments, c'est consommable. Quand vous mettez une carotte, ou des, comment vous appelez ça, des variantes, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Vous mettez la carotte avant la macération, préparation, c'est quand même consommable. Simplement, il va avoir un goût différent, mais c'est déjà consommable. Des boîtes de conserve. Des trucs crus par exemple. Hein? Des trucs crus. Bah, Je sais pas, des petits. un exemple. Pas du blé cuit, du blé cuit. On met du blé cuit. Mais non, c'est. Ah, alors. Ah, par exemple, on a mis un truc, un colorant qui va faire que c'est non consommable sur un aliment. Vous êtes parti loin là. Vous êtes Ouais. chimiste dans la vie, c'est bien que Non, pas du tout. En tout cas, arrêtez comme ça. Les boîtes de café, ça. Ouais, Fémode, qui a dit ça? C'est consommable. C'est qui moi? Oran. Oran. Fémode Oran, elle arrête. Comme ça, tu vas maintenant, vous savez, bon, à notre époque c'est peut-être un peu moins courant, mais il y a des moulinettes. Ouais. Des moulinettes? Ouais. Moulin à café. Oui. Tu mets tes graines de café et tu viens maintenant les concasser, tu viens les moudre, tu viens les broyer, de cette manière tu vas pouvoir le boire. Alors là, hein, ça rentre en contact avec un aliment qui n'est pas consommable. Deuxième cas de figure, vous faites du poulet farci. N'est-ce pas? Poulet farci, qu'est-ce que tu prends? Tu prends du poulet, à l'intérieur tu mets de la farce, du viande séchée, d'accord? Ou tu mets du riz, je sais pas. Et après tu viens coudre. Vous savez que ça se coule. Oui. Tu viens le coudre avec. Yael, vous faites ça à Revote ou pas? On vient coudre, on coule la viande ou pas? Elle a fait de mal la peau, mais tu la cues. Hop là, tu viens là, la coudre, d'accord? Pour pouvoir fermer et en faire une farce, n'est-ce pas? Alors, cette fourchette, pas cette fourchette, cette aiguille, pardon, elle rentre en contact avec quoi? Un aliment, mais une achat. C'est clair, j'ai rien dit c'est intelligent, c'est juste que je vous explique comment ça marche. Ça va pas attendre que ce soit cuit pour le faire, sinon ça va se décomposer dans tes mains. Qu'est-ce qu'on s'en fout de lui? Alors justement, c'est que là, on parle seulement d'un ustensile qui rentre en contact avec un aliment à l'état non consommable. Donc, vous avez donné l'exemple, j'ai donné l'exemple du moulin à café. Qui a donné l'exemple de la farce? C'est moi. Ah, j'ai des bons exemples des fois. Encore un troisième et dernier exemple à haute taille, et après je vous donne à la passoire. On peut faire des fois du lait dedans, du lait avec la crème. C'est consommable à ce moment-là. Même le poulet, c'est consommable. Non, le poulet, au moment où je vais le coudre, il n'est pas encore consommable. Ah, je sais. Dites-moi. Ouais, je sais exactement. Mais vous savez, la pince pour enlever les arêtes du poisson, moi j'ai une idée. Une pince pour enlever les arêtes de poisson? Ouais. Je ne crois pas. Ça n'existe pas. J'aurais une pince épilée comme ça, mais pour enlever les arêtes. Pour les arêtes des poissons? Ah, je ne sais pas. Alors là, ça c'est à Lyon, ça. Un économe, ça dépend. Il y a des aliments. Il y a des aliments. On peut faire un concombre, c'est consommable. On peut faire une carotte, c'est pas consommable. On peut faire je sais pas. À un moment, j'avais vu un économe pour tomates. Ouais, pour pommes de terre, peut-être c'est rond comme ça. On peut pas faire un truc droit avec, par exemple. Dans tous ces cas, à votre taille. Oui, non? Moi j'ai dit le pinceau qui étale l'œuf Il a au-dessus. fait mal, très bien. Si c'était en fer, ça lui aurait fait mal le truc, mais vous avez raison, c'est un bon exemple. Ça rentre en contact avec un aliment qui n'est pas. Si c'était en fer ou en verre. Hein? Non, un ciseau tout. Non. Ouais, fais-moi, très bien, voilà, vous avez tout compris. J'attendais que la machine se magnifique. Parfait, le Bluetooth il est bien. C'est quoi le truc, le ciseau? Alors, du coup. Du coup, à votre du coup, alors comme ça, écoutez bien. Il y a un autre exemple, mais bon, je ne veux pas vous demander, là, vous n'avez pas la tête pour ça. Ah, c'est quoi? C'est à l'épreuve de Pessah. Vous avez déjà vu comment on fait des matzot? Ouais. À la main, comment ils font ça? Avec un rouleau à la Un rouleau, vous avez la tête du rouleau qui est là ou pas? Oui. Faut pas se prendre à la tête celui-là. D'accord? Parce que c'est un bâton de bois, de fer, pardon. De fer, mais en fait c'est rien,
Il n'y a aucune imperfection, il n'y a aucune. Boss. C'est fait exprès pour pas qu'il y ait du hametz qui se coince là-bas, vous avez compris? Donc c'est un morceau, d'accord? C'est un morceau, une base, une sorte. Non, pas pour faire les trucs. Pour faire le rouleau à pâtisserie de Pessah. Pourquoi je dis Pessah? Parce que celui de l'année, il est en quoi en général? Bois. Ou en bois ou en Plastique. plastique ou en silicone. Donc de toute façon, tu n'as pas besoin de tremper quoi qu'il arrive. Donc, le cas dans lequel tu vas faire utiliser eh bien, ce rouleau à pâtisserie qui est en fer. Dans ce cas-là, voilà, donc on a donné tous les exemples, je pense. D'accord? Ou un moulin à épices. Dans tous ces cas, l'aliment va rentrer en contact avec du fer ou du verre, mais lorsque l'aliment n'est pas encore consommable. Est-ce qu'on a besoin de le tremper? Non. Ah, quel aliment? Et Naomi a dit quoi? On a besoin de le tremper ou pas? D'après vous? Non. Est-ce que ça ressemble? Oui, ça va. Oui, ça on a dit tout à va. l'heure, on se rappelle de la source. Bah, j'aurais D'accord? La source, c'est quoi la source? C'est clé Midian. Donc, clé Midian, ils ont pris des marmites et des couteaux. Les marmites et des couteaux, c'est considéré comme des aliments consommables. Donc, totalement consommables. Mais c'est là. Maintenant, nous, ça rentre en contact avec un aliment qui n'est pas consommable. Donc on a besoin de le tremper ou pas? Sans bracha. Mais ça va embêter tout le monde pour faire l'exercice. Pourquoi? Parce que vous dites allez tremper des. Voilà, on va les tremper, je vais tremper mes aiguilles. C'est vrai que c'est très, très original. Alors, il faut savoir en détail comme ça que c'est une marloquette Maran et Rama. Marloquette Sfarad et Ashkenaz. Maran à Shulchan Aruch nous dit dans chapitre 120, paragraphe 5, nous dit Maran à Shulchan Aruch que tous ces ustensiles que je viens de vous décrire, d'accord, la liste que je viens de vous transmettre, c'est bien, on n'a pas du tout besoin de les tremper. Et là, même sans bracha, on n'a pas besoin de les tremper. Non, alors c'est pour ça que. Parce que moi j'ai écrit dans mon cahier sans bracha. Non, parce qu'on parlait des clear soon. Je reprends. C'est pour ça que je les ai regardés, je me suis dit. Ah, c'est un Effacer. C'est qu'au début, on parlait des clear soon, donc c'est pour ça que je parlais des conservations. On ne trempe pas du tout selon Maran, pas du tout. Et selon le Rama. Du coup, il n'y a plus de questions, je passe. Ah si, selon le Rama, on le trempera sans bracha. Aux Ashkenazim, on le trempera sans bracha. Donc tout ce que je vous ai dit au début, l'introduction, c'était. Voilà. Et donc, à Botaï, le ciseau pour couper, qu'est-ce qu'on fait selon ça? On prend la question avec le ciseau. Bah, nous les Sfarad on ne trempe pas, mais les Ashkenaz ils trempent sans bracha. Il a fait, si vous mariez avec un Ashkenaz, Je trempe sans bracha. ça, il a fait, voilà. Bien fait. Donc effectivement, à Botaï, dans ce cas-là, on a besoin, on le trempera, mais sans bracha. Pourquoi pour les Ashkenaz? Parce qu'une fois de plus, il rentre en contact avec un aliment qui n'est pas consommable. D'accord? C'est clair, vous avez pour tout le monde? Donc le couteau de la shrita, selon ça, Tamar, le couteau de la shrita, on le trempe ou pas? Non. Pourquoi? Parce que c'est pas consommable la Attends, vous avez jamais mangé de la viande, des carpaccio, de la chicho, des italiens? Ouais. Bah, on mange pas. C'est glatte ou faut la cacher et tout, on peut pas la manger. Attendez, une seconde. Manger de la viande toute crue, ça arrive ou pas de faire ça? Non, oui. Même le poisson, attendez, le poisson, moi je. Le tartare. Oui, mais même ça, il est fumé. Non, mais- Le poisson dans le chita. Il est mariné, il y a du sel dessus qui fait que. Les sushis. C'est du Il est du truc cru. Ah oui, oui, des fois, il y a des Il y a aussi le saumon. Il y a une fille au séminaire, là, aussi. C'est qui sait faire les sushis ici? Moi, Voilà, 1, 2, 3. Donc pour Ashkodesh, on a 3 bénévoles. Ah, j'ai mal à la main. Non, mais la chita, c'est consommable. Ouais, il est cru, mais. Non, Ça dépend attendez, si une c'est seconde. glatte ou si On c'est- est d'accord, une seconde. On est d'accord qu'il est possible, à notre époque, c'est vrai que c'est nouveau, hein, parce qu'il y a 20 ans, touristes à Caquette, il était dans l'asile. Il y a un asile pas loin, ils cherchent des ramins là-bas, tu peux aller tranquillement. Si tu disais qu'on mangeait de la viande crue, c'était pas courant. Là, à notre époque, avec les trucs de nourriture, d'hygiène, les trucs de santé, les trucs effectivement, ça, il est possible, il est concevable en tout cas, de consommer un aliment totalement cru. Donc de la viande ou du poisson, même la viande, on n'est pas toujours obligé de le faire mariner au vin. On peut prendre, si tu prends la bonne, c'est une partie très spéciale, hein, je crois, dans le ventre, comme ça, dans un endroit très. Elle coûte une fortune cette viande, parce qu'elle est très 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 tendre, et sans avoir besoin de cuisson. C'est vrai, je n'ai pas dit qu'il y a même une cure du poisson, ils vendent ça hein, dans les trucs, dans les supermarchés, ça coûte extrêmement cher, c'est vrai. Mais c'est consommable sans avoir aucune cuisson ni n'avoir besoin de le faire mariner. Donc tu vois qu'il est possible de consommer de la viande ou du poisson cru. Alors on va dire, mais non, le poisson, on peut le manger parce qu'il n'y a pas besoin de le saler.
Mais la viande, comme a dit Tamar, on ne pourra jamais la manger crue vraiment. N'est-ce pas? Vous êtes tous d'accord avec Tamar? Ouais. Alors la halakha au taille, qu'on peut manger la viande crue, théoriquement, je vous dis, parce que bon, c'est pas très grand, mais si on voudrait, on pourrait. Si tu manges des morceaux qui sont déjà, déjà petits, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin maintenant de venir et de les couper avec un couteau et une fourchette. C'est-à-dire que si maintenant, je sais pas, on me donnait des morceaux de viande, cru, totalement cru, d'accord, sur lequel il n'y a pas de sang à l'extérieur, d'accord, je les ai lavés sous le robinet et maintenant on me les donne à manger, j'ai le droit de les manger même sans avoir besoin de les saler. Pourquoi? Parce que toute l'interdiction de manger du sang, c'est dam chez Piresh, le sang qui est sorti. Le sang qui est sorti, donc quand tu vas le couper, ça va imprégner une pression, ça va sortir le sang à la surface. Donc dans ce cas-là, tu ne peux plus la manger ta viande, tu es obligé de la saler. Donc, mais quand il y a le sang qui est à l'intérieur et qui n'est pas sorti, tu as le droit de manger même tout cru. C'est clair, Motaï? C'est pas courant, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de faire ça à la crotte là tellement, mais ça peut arriver. Si une personne, je sais pas, le médecin lui dit tu manges pas du tout, ils n'ont pas du tout le droit de s'approcher du sel. Des gens qui ont eu des trucs du cœur, d'accord, des opérations du cœur, ils ne peuvent plus du tout regarder même le sel. Ça devient très dangereux pour eux, parce que le sel c'est un excitant. Donc le cœur il va plus vite et ils n'ont pas le droit de toucher. Donc par exemple ce patient, je vais lui dire tu peux manger la viande crue, vraiment crue, sans avoir besoin de la saler. C'est clair? Donc du coup, il faut tremper le couteau. Donc on revient au couteau de shrita. Il faut tremper. Il faut le tremper donc, selon ça. Sans bracha. Ouais, bon, le truc sans bracha, c'est des embrouilles de rabbin. Ça, moi je dis non, là, halakha, oui, il faut tremper. Après, on voit, qu'est-ce qu'on dit. Quand on ne connaît pas, on dit on fait sans bracha. Mais donc, par contre, on apprend le source, comme ça on connaît. Alors dans ce cas-là, à Botaï, on aurait dû dire bon voilà, tu vois que la viande elle est consommable. Sans, comment dire, crue. Si elle est consommable crue, même avec bracha. Mais de toute façon, il aurait Même avec bracha, parce que tu aurais pu le manger comme ça. Oui. Avec bracha, hein. Alors, on n'a pas de manière, il faut cachériser. Enfin, tu vas pas manger la viande. Dans tous C'est les ce que cas. je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. Je dis que si c'est des tout petits morceaux de viande que j'ai pas besoin de couper préalablement, on peut même le manger lorsqu'il est totalement cru. Tant que c'est pas le sang qui est sorti. Toute l'interdiction du sang, c'est quand il est sorti. Quand il est sorti, à ce moment-là, il y a un problème de dame chez Piresh. Mais quand il n'est pas sorti, c'est moutarde. Alors, on a besoin de. Dame chez Piresh. Mais là, peut-être on a une crotte de salage de viande, on en parle. Dans notre époque, de toute façon, plus besoin de faire ça à la crotte. Je connais plus aucun endroit qu'elle peut acheter de la viande totalement crue, c'est pas. Enfin, crue, c'est toujours cru, pardon. Si, je connais. Ouais, ça se vend. Ça se vend pas. Il faut connaître certains. D'accord, si on a d'accord. Du coup, les ciseaux, il faut pas tomber. Du coup, alors attendez d'abord. Donc, j'arrive tout de suite. Avant ça, on donc pour le couteau, on a dit, selon Maran, tu ne trempes pas, et selon le Rama, tu le trempes sans bras. Ah, pourtant, tu peux le manger cru. Alors, en réalité, je vous ai envoyé la tête, mais j'ai fait exprès. Parce que, finalement, la majorité de la viande, t'as quoi? T'as 2000 kg de viande dans une vache? 2000 kg. Les grosses, à 1000, les petits agneaux, c'est 200 fois. D'accord, donc tu as 1000 kg de viande, c'est pas consommable 1000 kg de viande. Ok, 1000 kg de viande. Combien tu vas manger cru, réellement? C'est très tendu, c'est une toute petite partie. C'est minime. C'est plus que minime, c'est Icar et Tafel, on est à 99% de la viande. Il faut la saler, il faut la manger, il faut la préparer, et puis 1% tu peux la manger sans préparation. Bon, voilà. Là, dans ce cas-là, c'est Batel, Michal. On avait dit au début, comme, et là ça répond à la question vitale, les ciseaux. On avait dit au tout début, le premier cours, j'avais dit, on avait parlé du couteau. Suisse. Le couteau suisse, on a dit quoi? Tu trempes ou pas? Non, parce que la majorité, parce que quand tu l'as acheté dans un but de faire, Pas dans celui. de l'utiliser voilà, pour pour des tioulim, pour des excursions, pour d'autres utilisations que pour la nourriture. Alors maintenant, tu en as besoin pour manger quelque chose, je sais pas, tu veux couper une carotte, tu veux couper un concombre, ou manger une boîte de thon, il n'y a aucun problème. Pourquoi tu ne vas pas tremper au mikvé? On dit parce que comme c'est pas une société de consommation, tu n'as pas du tout besoin de le tremper au mikvé. C'est comme si tu prenais, je sais pas, tu prenais le pied de la caméra, tu dis allez je mange avec, je sais pas, ou tu veux faire, tu sais comme dans Bélix, tu veux faire brocher, ton poulet. D'accord, tu veux le. Alors tu dis maintenant, ça devient une station de cuisson, de consommation, il faut que je le trempe, tu n'as pas besoin de le tremper. Ah, pourtant tu vas manger dedans, il n'y a pas de problème. Quand c'est khat permis, quand c'est moins que la majorité d'utilisation, il n'y a pas de problème. Même les khatrila, j'ai le droit de le faire. Il n'y a pas de problème. Mais les khatrila, tu n'as pas besoin de t'empêcher d'utiliser. C'est pas une sortie de consommation. C'est clair, tout le monde? C'est selon Sephora des Ashkenaz? Non, ça c'est pour tout le monde. Quand on utilise, on va fixer le statut d'un ustensile en fonction de son utilisation majoritaire, selon tous les avis.
Et si on veut réutiliser, ben alors là, on met au mikvé. Si on l'utilise, non, si maintenant vous voulez changer de statut, Ouais, bah non, vous avez une fois, vous étiez dimanche, tous les mikvés étaient fermés, donc vous avez utilisé le pied de la caméra. Après, vous dites, oh là là, c'est sympa, ça se tourne super facilement. D'accord. Donc vous allez, après coup, vous voulez changer de statut, alors effectivement. là, on va faire le mikvé, tu vois, comme ça. Le couteau de la shrita, c'est pas pareil. Non, le couteau de la shkita, selon Maran, on ne le trempe pas, et selon pour les ashkénazes, on le trempera. Parce qu'il rentre en contact avec un aliment qui n'est pas consommable. C'est clair? Alors, ciseaux et tout, on ne trempe pas. Alors, ciseaux, j'ai dit, ça dépend. Vital, le ciseau, on reprend. Le ciseau. Ça dépend pourquoi on s'en sert. Je viens de donner tous les clalims. Le ciseau, selon ce que je viens de dire à Botaï, on doit le tremper ou pas? Ça dépend pourquoi on s'en sert. C'est un ciseau de cuisine de consommation. Non, Oui, et si on a juste pour. Ouais, vous savez qu'il y a des ciseaux des fois pour couper les carottes, vous savez, comme ça, en ciselé comme ça. Vous avez vu ça? Il y a des trucs comme ça, une sorte de couteau comme ça avec les têtes plus larges. Et il y a aussi des ciseaux. Vous avez déjà vu les ciseaux qu'on peut. Alors voilà, si ton ciseau, voilà, exactement, si ton ciseau, il rentre en contact avec un aliment qui est déjà consommable, donc que ce soit des légumes, ou que ce soit, je sais pas moi, si par exemple t'es poissonnier, tu vends le poisson du sushi. Voilà, il va tout le temps rentrer en contact avec un aliment consommable, il est d'accord. Donc tu le tremperas avec bracha. Si par contre, il rentre en contact avec un aliment qui n'est pas consommable, d'accord? Donc comme on l'a dit, pour le poulet, pour toutes sortes de viandes, je ne sais quoi. Mais ils savent ça, pour les équipes. Non, ils savent pas tout, c'est pour ça qu'il faut. Mais c'est pour une fois, j'ai utilisé. Non, on a dit on a le droit. Tant que c'est moins que la majorité, c'est-à-dire que sur 10 utilisations, vous faites moins de 5 utilisations pour la nourriture, il n'y a pas besoin de le tremper du tout. Les khatri là, on peut manger dedans avec ça sans avoir besoin du tout de le tremper. Si par contre on dépasse les 5, on a un doute, alors on ira le tremper. Ah, c'est comme l'aiguille, il Comme porte tout l'aiguille. le temps. On L'aiguille, coule les ça rentre habits tout et le temps en après contact avec un aliment non consommable. Oui. Donc quoi qu'il arrive, on le trempe sans bracha, même selon les ashkénazes. Et les Sfarad Sur les Sfaradi, on n'a pas du tout besoin de le Ah tremper. ouais, c'est... Ah ouais, pas du tout besoin. Ah, les Ashkenazim, ils trempent toujours. Même si c'est dans un truc pas consommable. Non, bonne question, Khazak, t'es là. Ah oui, il y a Non, des non, Pas les ciseaux. elle a raison, bah, Khazak, t'es là. Si maintenant tu as pris ton aiguille de ta boîte à aiguille, de boîte à couture, et tu veux maintenant faire ton poulet, c'est pas de problème. Selon tous les avis, t'as pas besoin de tremper. Parce que c'est pas réservé à ça. Moi, je parlais d'une aiguille qui était réservée à faire les farces. C'est clair, Botaï? C'est clair pour tout le monde ou pas? Si tu prends rat de parmi, t'as jamais besoin. Les ciseaux aussi. Vous kiffez les ciseaux, vous avez un truc avec les Non, ciseaux. vous coupez le poulet. Quand vous étiez petit, vous avez des ciseaux dans la main, vous avez. Non, vous coupez la viande. Alors nous, non, mais les Ashkenazim, Alors voilà, quand ça rentre en contact avec du poulet, mais pas cru. Pas. toujours cru, alors les Ashkénazes ils trempent sans bracha, ça veut dire ils ne trempent pas. Mais quand je vous ai dit, quand vous coupez avec ça des légumes par exemple, alors c'est consommable à l'état cru, il faut le faire avec bracha, selon tous les avis, c'est clair? Oui, non? Et j'ai une question, on a compris, un clé bichou, Oui. trempé avec bracha ou sans bracha? Je suis avec bracha, parce que ça s'appelle Kleachi là. La marmite, ils sont revenus avec des marmites de Clémidian. Selon ça, la bataille, donc ça, tout ce que je viens de vous dire, les exemples que je viens de vous donner, donc le rouleau à pâtisserie, le couteau de chirita, tout ça c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Tout ça c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Si on essaye d'appliquer ces halachot à notre époque, on en arriverait à la conclusion, donc tout à l'heure, Mohamed a dit, au sujet d'un éplucheur. Tu as un de quoi un économe, tu veux maintenant savoir si tu dois le tremper. Alors, si. Alors ça dépend. Non, c'est pas sûr, ok, bien sûr. Non, pourquoi? Des carottes, c'est mangeable. Alors voilà. Je vous ai dit, si vous l'utilisez comme vous dites à toute utilisation, vous avez raison. Parce qu'il y a des carottes, il y a des concombres, et puis il y a des pommes de terre. Les pommes de terre, c'est pas conservé à la crue. Mais effectivement, dans ce cas-là, on trempera. D'accord avec Bracha. Mais je vous ai dit qu'à notre époque, en taille, tout à l'heure, j'ai dit rapidement, que dans certains magasins comme ça, très chers, ouais, ils font des trucs très très particuliers. Et il y a des éplucheurs spécialement pour les pommes de terre. C'est-à-dire que tu peux faire qu'une pomme de terre, c'est long comme ça, c'est large, c'est rond, c'est concave, tu ne peux éplucher que. Maintenant tu as besoin de tremper ou pas? Donc ça rentre en contact avec quoi, Hana? Non, ça rentre en je n'ai que pas cru. Moi, j'ai cru. Et donc? Et donc, le Je n'ai pas trempé. mais les Ashkenazim, Et donc, oui. Ah oui, que mon expérience. Donc pour les Sfaradim en Bretagne, on ne trempera pas du tout cet éplucheur pour les pommes de terre.
Tandis que pour les Ashkenazim, on le trempera sans bracha. C'est clair pour tout le monde, Rabotai? Oui. Tout à l'heure, vous avez dit pour un économe normal, qui peut, mais si on l'utilise que pour les trucs pas cuits, Voilà. on doit le tremper Consommable, pour le consommable à l'état cuit seulement et pas à l'état cru. Alors, donc ça revient au même dîme que la couteau de shrita. D'accord? Oui ou non? Ok, alors les. Donc ça ressemble à couteau de shrita, on le trempe ou pas? Non, nous on trempe pas et Voilà, bravo, exactement. Mais si c'est un éplucheur, donc ça, Rabotai, c'est très particulier ce que je viens de vous dire, mais un éplucheur normal, c'est fait autant pour les carottes, concombres, pommes de terre, courges. Donc on va dire c'est la majorité des aliments ils sont oui consommables. C'est pas beaucoup plus, mais au moins 51%, donc on trempera avec bracha. Un ustensile Rabotai qui est destiné à moudre des épices. On doit le tremper ou pas? Bah oui, C'est consommable. Pourquoi? Les elles sont consommables bien crues. Khazak a fait moi. Comme c'est consommable à l'état cru, donc effectivement, on devra le tremper. Bah du coup, un casse-noix aussi. Khazak. Mais non, un casse-noix, c'est pas poivre, mangeable comme ça. le poivre, bien sûr, Pourquoi un vous voulez casse-noix, comme ça? on peut manger, on peut Ouais. manger, C'est consommable à l'état cru? Oui, mais on l'achète déjà parce que c'est un truc. Ah ouais, si c'est déjà fait. On a dit, quand on l'a fini la première fois, si on veut le recycler, alors on devra tremper. Tant qu'on l'a pas fini, on n'a pas besoin de tremper. De toute façon, c'est en plastique, Chirel. C'est en plastique à notre époque. Bien sûr. Oui, je suis certaine parce que j'en ai acheté un. Parce que ceux qui vendent ici en Israël, c'est le plastique. Le nouveau truc là. C'est un verre et. Ouais, oui, ça, c'est ce qu'ils vendent à Ikea, mais ils ne vendent pas avec les. Non, dans le partout. Ah, attendez, à Carrefour ou à Ikea? À Carrefour, c'est un. Avec, il y a déjà les grains dedans. Les méthodes, il y a des grains dedans. Ah ouais, bah, dans ce cas-là, ouais. Alors dans ce cas-là, une fois qu'on l'a fini, on le trempera avec bracha. Et tant qu'on l'a pas fini, ouais, c'est vraiment ça que c'est une bonne question, parce que c'est pas comme le café. La confiture. Non, justement. Parce qu'il est utilisable directement. Non, c'est pas la même chose. La confiture, on a dit c'est un ustensile de conservation, et puis c'est un ustensile de vente. Donc on a deux raisons de le rendre quitte. Mais là, le cas de Chirel, on l'amène à table ce truc-là. C'est fait exprès, c'est beau, c'est design, ça s'amène à table exprès. C'est pas fait pour rester dans la cuisine. Donc on a dit chaque chose qu'on dépose à table, ça devient un ustensile de consommation. En plus là, il rentre en contact avec des aliments déjà consommables. Donc on a deux raisons supplémentaires pour l'éventuel. Il faudrait réfléchir à On cette peut question. pas recycler parce que quand on l'ouvre, après ça se casse. Ah, c'est pleurer. Non, c'est un truc utilisable. On peut pas l'ouvrir. C'est pas fait pour être rechargé. Je sais pas si on peut. Si on l'ouvre, je pense que ça se D'accord, casse. d'accord. C'est pas fait pour être réalimenté. Non, on peut pas le tremper, c'est un problème technique. c'est tout. Mais si on aurait pu, on est d'accord qu'on aurait dû le tremper. Pas comme les trucs électriques. les pads, on arrive tout. Oh, pas comme pour les. Tamar, je disais pas les. Ah ouais, pour confiture, ouais, pour confiture, là c'est différent. La fait mal dans votre taille. Donc, comme a demandé Tamar, effectivement, les appareils électriques. Quand est-ce qu'on fait à votre taille, le trépeau, il faut que vous écoutiez 5 minutes d'affilée sans poser qu'une question. Vous avez des bonnes questions, je reviens, vous êtes Dieu ou ministre. D'accord? Demain matin, vous aurez un petit déj. Mais le paraf tapiro. Trop bien. Ouais. Le partage. Le paraf tapiro demain. Hein. On a un petit déj. Vous méritez, vous méritez. Ça va. Alors, il y a qui? Ah bah vraiment. Waouh. Ça va, on a dit comme ça, on a dit, donc 5 minutes d'affilée à sans parler, vous êtes prêtes? Sans poser de questions, parce que... Ok. D'affilée, parce que ça va être, c'est un malard, donc si on écoute les 5 minutes, on va tout comprendre. Aucune question, c'est clair? Qui ça? Ouais, je savais, vous aidez à avoir les paysages, je le savais. Ça va, ok, à votre taille. Écoutez bien, appareil électrique. On va voir les appareils électriques, mais sans aucune question, parce que si je le donne d'un coup, ça va être très clair, à la fin, on va tout voir. Si on s'arrête au milieu, une fois la question, on n'a pas entendu la réponse, après je répète. Bon, après ça donne de la vie, c'est sympathique. Là, 5 minutes d'affilée. C'est clair, vous avez pour tous? Oui. 5 minutes. Motus et. Bouche cousue. Comme disaient les Dupont, n'est-ce pas? C'est top. Tamar, dans quel Tintin? Dans tous. Non, lequel ils ont dit, et après ils se sont trompés. Motus et mouche cousue. Au concours. Non, Dans la. C'est au milieu de cheveux. avec le. Toi, il a fait mal. Il y a la. Bon, enfin, il y a des connaissances ici, très profondes. Non, il a fait mal. Donc on a un bataille avec le parapluie, Tamar. Donc, l'appareil électrique, c'est comme ça. Il faut savoir votre taille, selon la halakha, on a le devoir de tremper un appareil électrique avec bracha.
on doit tremper les appareils électriques. Et là, je sens que vous retenez. Retenez-vous. D'accord? Avec bracha, on doit tremper un appareil électrique. D'accord? De quel appareil électrique s'agit-il? Seulement des appareils électriques qui sont en contact direct avec l'aliment. Par exemple, une plaque électrique, une plaque vitrocéramique, c'est pas fait pour entrer en contact directement avec l'aliment, même que ça peut arriver des fois. Donc on n'a pas besoin du tout de les tremper. Un chauffe-biberon, c'est la même chose. Un chauffe-biberon, pourquoi tu n'as pas besoin de le tremper? Parce que c'est fait pour réchauffer le lait qui se trouve à l'intérieur du biberon. Donc c'est pas fait pour rentrer en contact directement avec l'aliment. Donc un chauffe-biberon par exemple, ou tous ces appareils, ces plaques électriques, tu n'as pas besoin de le tremper du tout. Par contre, qu'est-ce qui se passe quand tu as une grille en fonte que tu mets eh bien, sur le gaz? D'accord? Tu vas mettre donc les grilles, comme ça tu as ton gaz, d'accord? La gazinière. Et par-dessus la gazinière, donc on a comme ça deux grandes plaques comme ça qui sont en fer très 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 épais, ça s'appelle en fonte, d'accord? Et là-bas, sur ça, tu mets tes marmites, tu mets tes casseroles. Alors là, on n'a pas besoin de les tremper aussi. Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas besoin de les tremper? Parce que c'est pas fait pour déposer des aliments directement dessus. Ah, ça arrive à Ouva, ça arrive que le vendredi, je veux faire des aubergines grillées ou bien des poivrons grillés. On les met directement, à même la plaque, à même la grille. Donc a priori, c'est un ustensile de consommation. Ustensile de consommation, tu as besoin de tremper. On te dit non. Comme l'utilisation majoritaire toute la semaine, tu ne mets pas directement des aliments, seulement un jour dans la semaine. Donc 1 sur 7, c'est battel. Le Icar, si 3 jours et demi dans la semaine, tu aurais fait ça, je t'aurais dit oui. Mais là, comme ce n'est pas l'utilisation majoritaire, donc on ne la prend pas en considération. On a dit toujours, et je le répète, et je le répéterai pas jamais assez, c'est toujours l'utilisation majoritaire qui va fixer le statut de l'ustensile. Et donc, à Botaï, on n'a pas besoin de le tremper. Là, je vous ai dit, selon les lois de Vilat Kelim, mais en réalité, tu n'as pas le droit de mettre directement tes aubergines ou tes poivrons sur le feu. Pourquoi? Même des fois, tu sais, tu fais des tartines grillées, des fois, tu les mets bien avec le grillé comme ça du feu, un peu grillé comme ça, comme dans la cheminée de ton arrière-grand-père, d'accord, qui était dans les Vosges, que tu n'as jamais vu. Eh bien, à ce moment-là, sache, tu veux le mettre comme ça pour que ça brûle. Alors tu mets des fois directement dessus, il faut savoir dans tous ces cas, tu n'as pas le droit. Pourquoi tu n'as pas le droit? Parce que c'est Bassar Bechalab. Là-bas, une gazinière, c'est taref. Vous savez qu'une gazinière, c'est taref. Pourquoi? Un jour, tu fais du lait. Le lait, il va couler. Donc il va y avoir du lait chaud, bouillant qui va tomber là. Après, quelques heures après, tu vas faire de la viande. La viande aussi, elle peut couler. Des fois ça tombe, des fois ça coule, des fois la défina est très... Non, on a une gazinière pour le... Non, on a les casseroles, simplement l'endroit, la gazinière même, en dessous. En dessous, c'est taref là-bas. Il y a de la viande, il y a du lait, il y a de la graisse, et puis c'est jamais tout propre. Dis-moi ton chaïch, dis-moi mon chaïch aussi, des fois. Je mets une marmite de viande, après je mets une marmite de lait. Oui, mais c'est propre en général, le chaïch. La chaleur, ça fait une valeur. On n'est jamais sur le Jamais, on a jamais. deux chaïs, un chaïs. D'accord, c'est là. On a déjà vu la robe de chalet, est-ce qu'on a besoin ou pas? Mais non, le chalet, en tout cas, c'est propre. Quand c'est propre, alors si par inadvertance tu as posé une marmite et que c'était propre, il n'y a pas de problème. Surtout quand ton chaïch il est tout blanc, d'accord, il est étincelant, donc tu as peur que ça salisse. Dès qu'il y a une saleté, tout de suite tu l'enlèves. Donc c'est la raison pour laquelle, dans la gazinière particulièrement, là-bas c'est vraiment le taref. Pourquoi? Parce que ça coule. Il y a de la saleté, il y a de la mamachoute, il y a de la graisse. C'est tout le temps sur le feu, la chaleur. C'est pas comme sur ton plan de travail ou ton chaïch ou ton marbre là-bas, c'est froid. Enfin, c'est froid, c'est jamais chaud. Même si tu fais quelque chose de bouillant, ça ne devient pas jamais bouillant. C'est bon que tu peux pas mettre ton doigt sur le marbre. Tu peux toujours mettre tes doigts sur le marbre. Et donc, à Botaï, eh bien, il faut savoir comme ça, que la grille en fonte sur laquelle on fait chauffer des marmites, tu n'as pas le droit en aucun cas de faire cuire dessus quelque chose. Et ça, on a le devoir de le répéter parce que les gens ils se trompent dans ça halakha. Ils disent ah, mais c'est du feu. Ils vous disent c'est du feu. Quand c'est du feu, qu'est-ce qui se passe? Ça cachérise. Tout à l'heure, Ramal m'a dit attends, mais moi je mets la marmite de viande et après, une demi-heure après, je mets la marmite de lait. Alors, même sur ton endroit, si tu dis que ça a coulé, comment tu mets ta marmite de lait? Il faudra avoir une gazinière Bassari, une gazinière Parvé, une gazinière Halavite. Normalement, on est d'accord, parce que c'est de la mamachoute là-bas. Et puis c'est à ébullition, c'est plus de 45 degrés, donc c'est d'oreilta là-bas, Bassar Bechalab. N'est-ce pas ou pas? On aurait dû avoir, ne me répondez pas, je ne veux pas que vous répondiez, on n'a pas le temps, mais on aurait dû avoir normalement une gazinière Bassari, une Parvé, une Halavi, une Pessar. Bon, Pessar, on l'a tous. Mais en tout cas, Bassari et Halavi. Qui dit ça? Le Rav Moshe Sternbourg. Le même Rav qui avait dit, vous vous rappelez, pour le pot de café, il faut le vider
faut le tremper, il faut le remplir. Il dit à monsieur, il dit, tu sais, tu es arrivé dans le ciel après 120 ans. Je dis, dis-moi David, ta cuisine elle est nickel ou pas? Ouais, bien sûr, moi j'ai pris les derniers trucs, les derniers systèmes, et la fermeture silencieuse, parce que tu comprends, si je viens en pleine nuit à 3h du matin, je vais me faire un café, j'ai pas envie de réveiller ma femme, c'est très important, tu as le truc silencieux, sinon tu n'es pas une femme heureuse, tu ne peux pas être heureuse dans ta vie si tu n'as pas ce système. Comment ta copine est là, ta cousine, ta fille, ils vont tous se moquer de toi. Donc pour être heureux dans la vie, tu es obligé d'avoir un système allemand qui coûte 7 fois le prix. Ça coûte 7 fois le prix ce truc. Je te dis, là, moi, chez Chalmor, il te dit ça rien. Quand tu mets le chaïch dans la cuisine, tu fais très attention qu'il soit dans les coloris, d'accord, du marbre et de la céramique et de tout ce qu'il y a dans la cuisine. Il y a un agencement, on fait très attention, on est très macpid. De la même manière que tu es macpid sur la chomriout. À l'époque de nos grands-parents, ça n'existait pas d'être macpid. T'as un four, tu dis merci. T'as un frigidaire qui marche, tu dis Toda Rabba, il n'a pas besoin de pédaler, c'est super. Donc on te dit, à notre époque, on est très macpid. Pour toi, on est macpid. Dès qu'il y a un truc qui va pas, tu vas mal, ton truc, je suis pas heureuse et il me manque quelque chose dans ma vie. Donc il dit, comme t'es macpid, donc il dit, ça attaque pas là, tu dois mettre aussi au service de la Torah. Il dit, tu vois que là-bas, sur un shaïch, pas sur un shaïch, pardon, sur une plaque, la grille en fonte là-bas qui est sur la gazinière, il dit là-bas, il y a de la mamachoute, ça coule. C'est tout le temps sale là-bas, puis t'as jamais t'assuré que c'est tout le temps propre. Quand c'est une plaque vitro-céramique, ouais là-bas je comprends, ouais là-bas j'accepte de dire que en général c'est propre, comme c'est brillant, comme c'est du verre, donc en général on voit quand c'est sale, effectivement là-bas c'est plus facile. Mais quand c'est des grilles, d'accord, de gazinière comme on a communément, alors là non, là de dire à Moshe Cherbourg, tu as besoin d'avoir une bassari ou une khaled. Là, il n'y a pas besoin. Pourquoi il n'y a pas besoin? Ce serait bien si vous avez une grande cuisine, je vous fais des endroits avec le même avers qui a, d'accord, qui a un grand Amidracham, qui a plein d'argent et qui a les yeux bleus, d'accord, donc lui, celui auquel vous rêvez toujours, et ben lui, alors si en plus il a dans sa cuisine, elle aussi grande que la salle, effectivement tu peux avoir 4 fours si tu veux, comme ça tu es tranquille. Ah mais sinon, tu n'as pas besoin, prenez par exemple, parce que là-bas c'est tout le temps en chaleur, comme c'est là-bas à haute chaleur, donc c'est tout le temps en train de se cachériser, quotidiennement, d'accord. Si il est vrai que si tu vois que le lait vient de couler, tu le vois, et tu vas maintenant mettre une marmite dessus de viande, non, je te nettoyer à cet endroit. Tu viens, tu passes un petit truc pour retirer la moche. Tout ça pour dire à Botaï que même s'il arrive de temps à autre de déposer des poivrons directement sur la grille, c'est pas directement, tu vas toujours mettre un tratitsa, une séparation ou un papier aluminium pour dire si c'est bien fermé, d'accord, c'est bien fermé, que ça ne s'est pas déchiré, de toute façon ça se déchire quand ça brûle. Si c'est bien fermé, tu aurais le droit de le mettre. Mais sinon, il y a un problème de bassin là. On revient à Botaï, à nos ustensiles électriques. Les ustensiles électriques, à Botaï, on a besoin de les tremper avec bracha. Cependant, ça peut s'abîmer, ça peut s'endommager. Tu vas le mettre dans l'eau, après tu vas le mettre à l'électricité, il va y avoir une coupure de courant. Donc pour pas que ça s'endommage, on a donné plusieurs solutions. Première solution, tu te mouilles les doigts avec l'eau du mikvé. Et puis après, tu viens boucher la sortie de la prise électrique qui se trouve dans ton appareil électrique. Donc par exemple, tu as un koum-koum, d'accord, tu as une bouilloire électrique, et en bas du bouilloire électrique, tu as l'endroit pour la prise. Donc tu trempes tes doigts dans le mikvé, tu le rentres à l'intérieur de manière rafouille, c'est-à-dire un peu avec relâchement, et tu le trempes en même temps. Première solution. Deuxième solution, tu viens humidifier, c'est la même sorte. Les 3 premières solutions, elles se ressemblent, mais juste avec... Ben au moins, c'est pas la khatitsa, on a de l'eau dans les doigts, donc on les rentre à l'intérieur, et comme ça, on le trempe. Deuxième, ça bouche, c'est-à-dire un petit peu, c'est pas totalement. Non, mais au moins ça bouche, on va dire comme ça. Vous avez la main pour mouiller, faites comme ça. Mais je parle même en faisant ça, c'est un problème pour le... Ouais, j'y arrive, je vais arriver. Sabri Marilyn. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה בדברו. Amen. Donc on a 5 solutions. Première solution, on humidifie les doigts avec l'eau du mikvé et on vient boucher la sortie de la prise électrique. On le trempe comme ça? On le trempe en même temps, on fait comme ça, regardez. Ça c'est mon koum-koum, d'accord, un grand. J'ai ici une prise, tu vois, j'ai ici la prise, je mets le doigt dedans et je le trempe comme ça, mikvé. Et pourquoi faut humidifier le doigt si ça serait mouillé? Parce que j'ai dit, au moins, on considère que ce qui est humidifié, c'est, comment dire, c'est pas conservateur, c'est quand ça se transmet, c'est comme le fer, c'est
Transmetteur. Absorbe. Conducteur, C'est conducteur. Donc l'eau, on considère c'est toujours conducteur. Ok. Donc on se mouillifie les mains et après c'est bon, c'est comme si c'était passé. Juste un concombre pour le. Mais si on se fluidifie une dose, ça fait pas un cours. Ou peut-être que. Je vais vous donner des solutions. Attendez, Arotaï, une seconde. Arotaï, une seconde. Je vous ai dit, je vous promets qu'à la fin vous aurez toutes les réponses. Deuxième cas de figure, il y a 5 solutions. Donc deuxième solution, les 3 premières c'est plus ou moins les mêmes avec des petites différences. Deuxième solution, tu dois humidifier un tissu. On a dit tu vas humidifier un tissu ou un morceau de coton, d'accord? Et tu viens boucher à nouveau les parties électriques de l'appareil. Ou bien ton doigt, ou bien un tissu. Troisième solution, tu viens prendre une matière imperméable. Parce que jusqu'à présent tes doigts ou un tissu, c'est pas imperméable. Tu vas le mettre dans l'eau, comme vous dites, ça va être mouillé quand même un peu, mais ça va quand même être mouillé. Alors troisième solution, si c'est pas possible, c'est d'abord que ça s'abîme, tu vas mettre maintenant une matière imperméable. D'accord, vous savez, des fois il y a des scotch comme ça avec du tissu dedans, vous avez déjà vu, avec des fils dedans. Oui. Ça c'est beaucoup plus imperméable. Et tu viens boucher cette partie électrique, d'accord, de manière à ne pas endommager l'appareil. Donc les 3 premières solutions, elles sont plus ou moins zérotes, elles sont plus ou moins semblables, avec des petites différences. 4e solution à Bretagne. On vient de donner cet ustensile, on vient de donner à un artisan juif, Ouman. Ça s'appelle faire un hercher. C'est quoi un hercher? Un hercher de l'Ashgara. D'accord? On vient faire un hercher. C'est quoi un hercher? Donc on vient maintenant cachériser en réalité cet ustensile. Comment tu le cachérises? On a dit il y a pas seulement un appareil, un ustensile de consommation a appartenu à un goy, ou bien il a été fabriqué par un goy, ou bien il lui a appartenu. Eh bien, il reçoit sa touma. Et pour pouvoir retirer sa touma, tu dois le tremper au milieu, au même titre que tu viens de tremper un converti qui voudrait recevoir sur lui la doucha du Israël. Et donc, quand tu le remets, cet ustensile, à un goy, qu'est-ce qui va se passer? On vient lui donner. On lui demande maintenant de le démonter. Il vient démonter donc cet ustensile à un endroit où il n'est plus possible d'en faire une utilisation quelconque. C'est-à-dire que tu viens maintenant le démonter à un endroit où tu le rends inutilisable, inapte à l'utilisation. Et alors, quand il va le reconstruire, quand il va le remonter, qu'est-ce qui va se passer? En réalité, on va considérer que cet ustensile a été, Chirel, il a été fabriqué par un juif. C'est-à-dire qu'il a été fabriqué par un juif. C'est-à-dire qu'il y a besoin de C'est un goy qui l'a fabriqué, mais le juif va le rendre inapte à l'utilisation, et en le remontant, en le reconstruisant, Qui le construit, le juif ou le goy? alors on va lui donner un nouveau statut. C'est-à-dire que grâce à l'intervention de l'artisan juif, on va maintenant redonner une nouvelle appellation à cet ustensile, et on va le considérer comme si c'est un ustensile qui était fabriqué par un juif. Donc je répète, quand un ustensile il a été fabriqué par un goy, d'accord, et que tu as besoin de le tremper mais tu ne peux pas le tremper sinon ça va s'endommager, alors tu le donnes à un artisan, d'accord, ouman, juif, pour faire le hercher. Tu vas à Méhachari, tu lui dis il faut aussi Méhachari, il te montre, ça coûte 80 shekels. Si tu as acheté un concombre qui a coûté 20 shekels en Chine, ça sert à rien. Mais sinon tu as acheté, je sais pas, une machine de Nespresso qui coûte 2000 shekels, ça vaut le coup. 80 shekels, il vient et il te l'ouvre. Il te la démonte à un endroit donc qui le rend inapte à l'utilisation. Et à nouveau, il vient te le reconstruire. On peut le faire soi-même? En faisant, non. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si cet ustensile a été fabriqué par un juif. Même s'il a été fabriqué par un goy. Mais grâce à qui va être utilisable maintenant? Grâce à l'intervention du juif. Donc l'artisan juif va lui donner le statut d'un ustensile qui a été fabriqué par un artisan juif. Est-ce que c'est clair à vos tailles? Donc ça fait un hercher. Donc l'hercher, il n'était pas cachère, il est devenu cachère. C'est comme s'il avait fait la shrita. La viande n'était pas cachère, en faisant la shrita, il est cachère. Là c'est la même chose, on vient démonter et remonter. Bonne question de Tamar. Qu'est-ce qui se passe si maintenant à vos tailles, eh bien, j'ai envie de le faire moi-même, comme ça je fais 80 shekels d'économie. On n'a pas le droit. Parce que toi, t'es pas un ouman, t'es un idiote, ça s'appelle dans la halakha. Un idiote, c'est une personne qui est considérée comme étant tout un chacun, et il faut le rendre inapte à l'utilisation. Tu sais ce que tu veux dire, tu sais quoi, moi je suis fif, moi je suis un grand débrouillard, j'ai 80 shekels c'est beaucoup d'économie. Je vais démonter la prise électrique, j'enlève la vis, on peut plus l'utiliser maintenant, n'est-ce pas? Tu dis non, ça marche pas. Il faut que ce soit dans le gouffre de l'ustensile. Dans l'ustensile en soi-même. C'est là que tu dois le rendre inapte à l'utilisation, et après, à l'intérieur, tu devras le rendre à nouveau utilisable. De cette manière, tu viens donc retirer
la création du goy, la marque du goy qu'il y avait sur cet ustensile, et tu viens lui conférer la Gdusha du Ham Israël, parce que c'est comme si c'était un juif, un artisan juif qui avait construit cet ustensile. Cinquième et dernière possibilité, c'est le fait d'offrir cet ustensile à un goy. Donc tu as un ustensile que tu ne peux pas tremper au mikvé, parce que si tu mets une seconde au mikvé, il va exploser. Ça va s'endommager. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu l'offres à un goy. Et alors, si tu lui offres et qu'après tu lui empruntes, alors tu n'as pas besoin de tremper. Vous vous rappelez, on avait dit quand tu es dans un chalet, dans les Vosges, et là-bas, tu viens, tu n'as pas prêté d'ustensile. Tu n'as pas de quoi boire. Tu peux aller chez le vin, est-ce que vous pouvez me prêter un verre? Tu as besoin de tremper? Tu n'as pas besoin de tremper, parce qu'il appartient au goy. Tant qu'il appartient au goy, tu n'as pas besoin de tremper. C'est quand il sort de son domaine du goy et qu'il rentre dans le domaine du juif, là, c'est vraiment tu as besoin de tremper. C'est comme vraiment aller dans un café. Tu as le droit d'aller dans un café en France? Oui. S'il n'y a pas de problème de maritaï, qu'il n'y a pas de problème de prix et tout, il n'y a pas de problème. Ah, l'ustensile n'a pas été trempé, on s'en fiche, tu n'as pas besoin de tremper. Pourquoi tu n'as pas besoin de tremper? Parce qu'il appartient au goy, tant qu'il appartient au goy, ça sert à rien de le tremper. Tu le trempes quand il sort du domaine du goy et qu'il rentre dans la possession du juif. À ce moment-là, tu dois lui conférer la Gdusha, la sainteté du Ham Israël. Donc quand tu ne fais qu'emprunter un ustensile, donc dans un restaurant, dans un hôtel, en tant que voisin, nous on ne le fait pas en général parce qu'il est balois, il a absorbé un goût goy, un goût taref. D'accord? Comme il a absorbé un goût pas cachère, donc on ne le fait pas. Mais je vous ai donné un exemple de verre pour les Sfaradim. Le verre n'absorbe jamais. Donc que ce soit Bassari, Khalavi, tu peux utiliser du verre à Pessah sans avoir besoin de le cachériser. Parce que ça n'absorbe jamais. Et donc, quand tu viens le prêter, l'emprunter à un goy, il n'y a pas de problème. Le goy, quand ça lui appartient encore à lui, je vais juste emprunter, à ce moment-là, je n'ai pas besoin de le tremper. À quel moment j'ai besoin de le tremper? Quand je lui en fais de l'acquisition, je lui sors de son domaine, et je le rends dans mon domaine. Quand ça t'appartient encore à toi, au goy, et que moi je te fais que l'emprunter, il n'y a pas de problème, j'ai pas besoin de le tremper. Donc tu es en possession d'un ustensile, tu ne peux pas tremper au milieu. Tu peux pas. C'est la fameuse machine à café qui coûte très cher. Quand il y a des trucs, il y a un écran LED dedans, si tu mets une seconde dans l'eau, ça y est, il meurt. N'est-ce pas? C'est pas possible, ça supporte pas l'eau. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu l'offres à un goy, tu lui demandes de lui emprunter. En lui empruntant, il reste encore dans sa possession à lui, même si c'est dans ta maison, ça lui appartient à lui. Tu as le droit de dire, tu vas dire, mais c'est une entourloupe, c'est une embrouille. Non, c'est pas une embrouille. Comme on a fait à Pessah, c'est plus ou moins le même système. Tu dis, ça appartient au goy, mais j'ai le droit de l'utiliser. Donc de cette manière, à Botaï, eh bien, on va rendre quitte cet ustensile d'immersion. Béhémet, et ça, je finis, après je réponds à vos questions si vous voulez. Le Rav Wosner, d'accord? Merci pour la vie qui a mis les tableaux ici, c'est magnifique, ils étincellent depuis tout à l'heure. D'accord, Rav Wosner, qui était dans notre ancienne classe, eh bien il disait que l'expérience a prouvé que jamais un ustensile, jamais, on l'a trempé au mikvé, jamais ne s'est abîmé. Si tu le laisses sans utilisation pendant 48 heures, d'accord? Donc tu as trempé ton koum-koum, tu as trempé ton toaster, tu as trempé ton grille-pain, tu as trempé ta machine, et tu ne l'as pas utilisé pendant 48 heures sans aucune utilisation, il dit l'expérience a prouvé que jamais l'ustensile ne s'est détérioré. Quand est-ce que ça détériore? Quand tu le trempes, c'est encore mouillé, le système électrique il est encore mouillé, tu le mets dans la prise, immédiatement. Souvent on a ça pour Pessah, c'est quand on fait la cachérisation, je mets de l'eau dans le koum-koum, ça boum, et ça tourne maintenant dans le truc électrique, dans les fils électriques, et ça explose parce que c'est encore attaché c'est mouillé quand c'est encore à ébullition, ça va. D'accord? Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, ça peut exploser. Mais sinon, nous dit le Rav Wosner, nous dit le Kinyan Torah, disent les poskim de notre époque à Botaï, que l'expérience a prouvé que jamais un ustensile électrique ne s'est abîmé si on l'a laissé sécher pendant au moins 48 heures. Après 48 heures, pas de problème, d'accord? Mais, je répète, tout ce que je viens de vous dire, donc, en concluant en Botaï, on devra tout tremper au mikvé réellement. Et si on a un problème, on a les 5 solutions. Donc les 3 premières qui sont similaires, les 2 dernières, le hercher ou bien le prêter un goy. Et on a dit que dans ce cas-là, comment faire? Dis-moi quoi faire, ce que tu me dis de faire, je fais. Alors je dis comme ça. Quand il s'agit d'un appareil qui a une petite résistance électrique, par exemple, une bouilloire, écrivez vous êtes en train de vous donner le liste. Une bouilloire, un toaster, une crêpière électrique, une poêle magique. Vous savez c'est quoi la poêle magique? C'est des poêles comme ça qu'ils sont attachés comme ça, ils sont collés. D'accord? Ou il y a maintenant, j'ai vu des longs trucs comme ça qu'on met à table. C'est pas un toaster, c'est des trucs. Oui, mais c'est pas chauffe-plat. On le laisse électrique et on met directement dessus les brochettes, comme ça reste chaud pendant tout le repas.
Comme un chauffe. Hein? Quoi? Un chauffe-plat, en général, on met des bougies en dessous. Oui, mais c'est des régime Chinois. électrique. Voilà, je sais pas exactement. il a Tu fait mets ça. sur la table. Donc ça, tu mets sur la table. Ça rentre en contact directement avec l'aliment. D'accord? Il y a quand même une résistance électrique, c'est vrai, mais la plupart, tu peux le rentrer, tu peux le mettre sous le lavabo, tu peux faire la vaisselle, ça explose pas. C'est fait pour résister, d'accord? Et c'est conçu pour pouvoir eh bien, supporter un léger rinçage. D'accord? C'est fait exprès pour ça, pour que ça puisse supporter un rinçage. Donc, quand tu as un tube au migvé, tu mets combien de temps? Tu mets une seconde, tu fais comme ça, tu fais comme, hop, faut que l'eau elle rentre dans le et après tu le sors. Ça, tu as 2 secondes. On peut faire 3 fois. Non, une seule fois. On verra déjà par la suite comment faire. En tout cas, tu l'as fait comme ça, tu l'as enlevé. T'as fait vite ça. Tu le vides, Rohama, et après pendant 48 heures, tu ne l'utilises plus. Après pendant 48 heures, tu ne l'utilises plus. Il n'y a pas besoin de le. Ok, mais juste. Normalement, il n'y a plus de problème. Comme ça, l'expérience a prouvé. Donc on a dit une bouilloire, un toaster, une crêpière électrique, une poêle magique, et tous les autres appareils qui sont conçus pour pouvoir bien supporter un léger rinçage. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, tu peux le tremper sans aucun problème et attendre 48 heures. Et sur ça, il y a l'engagement et il y a l'aftacha du Rav Wosner, ça vaut le coup quand même. Par contre, dans Botaï, qu'est-ce qui se passe quand tu as un grille-pain? Un grille-pain, hein, la partie électrique, la résistance, elle est plus grande encore que l'ustensile. Tu viens, ton grille-pain, c'est que des résistances, n'est-ce pas? Simplement, il y a un michal, il y a un réservoir, pas un réservoir, hein. Un endroit dans lequel tu mets ton pain, excusez-moi. Donc là-bas, effectivement, si tu le mets dans l'eau, ça peut faire des étincelles, c'est le cas de le dire. Donc dans ce cas-là, ne pas migrer. Fais ou bien la 4e solution, tu donnes un artisan qui te répare, ou bien tu l'offres à un gars et tu lui empruntes le chazan. Je vous ai dit tout à l'heure l'exemple des machines de Nespresso. Les machines de Nespresso, elles coûtent une fortune. D'accord? C'est pas fait pour être trempé dans l'eau. C'est pas fait pour être trempé dans le migvé. Dès qu'il va y avoir de l'eau dedans, ça va exploser. Des fois, maintenant, tu as des nouvelles machines comme ça avec des écrans LED. Tu peux choisir l'intensité de ton café avec combien de lait. Tu peux même mettre le sucre. Et il peut même te dire merci à la fin quand il te l'a fait. Ils sont super méchants là. Tu mets une goutte d'eau, c'est explosé. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Ou bien tu fais le recherche. D'accord? Faut pas trouver un clochard. Parce que des fois, c'est des anciens, vous savez, c'est des anciens artisans comme ça. Il y a 50 ans, ils ne vont pas comprendre à quoi sert la machine. D'accord? Ou bien tu fais ça, ou bien tu l'offres à un gars et tu l'empruntes. À ce moment-là, tu n'as plus besoin de le tremper. De cette manière, tu n'as pas besoin de le tremper. Mais malgré tout, pour la machine de l'espresso, je dois quand même la halakha. Je vais mettre le rave de l'espresso, il habite ici à Arnof. C'est mon voisin. Bassel. C'est pas en Suisse, c'est où? Bassel. C'est où ça? Zurich? Pas Zurich? Là-bas, là. Amsterdam. En Hollande. Belgique. Suisse. C'est où? La Suisse. C'est en Suisse? Bassel, c'est en Suisse? Je connais pas. Comment elle s'appelle, la capitale de la Suisse? Genève. C'est pas Genève la capitale de la Suisse, c'est. Ah non, c'est Berne. Thierry, non? Non, pas de Turin, ça c'est Zurich. Non, c'est. Ouais, vous avez raison. C'est la partie française de. En tout cas, donc il y a le rave de là-bas, il habite ici, et c'est lui qui fait les recherches. J'avais vérifié avec lui tous les recherches qu'il faisait. Même pour Pessah, la plupart des trucs de Nespresso ils sont cachés. La plupart, pas tous, mais la grande majorité. Lui pense que tous, mais il m'a dit, mais les Khumra, il a écrit pas tous. Mais en tout cas, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il me dit que l'intérieur de la machine, je lui ai demandé de quoi c'était fait. Il m'a dit que la machine, il m'a dit que la machine c'était fait, le tinor qui rentre en contact avec le café, il n'est jamais fait en fer ou en verre, il est fait en plastique dur. Donc il n'y a pas besoin de le tremper du tout. Donc la machine finalement de Nespresso, tu n'as pas besoin de la tremper. Mais les autres machines, en général, il y a du fer. Donc il faut faire attention. Donc partout il y a du fer et du verre, tu dois le tremper. Donc voilà, on a fait